Celles et ceux qui accompagnent les femmes victimes de violences sont au micro de Monaco Info. À l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, ces professionnels nous racontent comment retrouver le chemin de la liberté, comment passer de l'ombre à la lumière. Avec nous, Christelle Dubois, conseillère en économie sociale et familiale au sein de la direction de l'action et de l'aide sociale. Bonjour. Bonjour. Christelle, quand on dit conseillère en économie sociale et familiale, on parle de quoi exactement ? On parle d'accompagner les gens en difficulté, les femmes en difficulté sur leur parcours. Comment ça se passe ? On parle en fait, donc je suis travailleur social, ouais. Et on parle effectivement d'accompagner des personnes en difficulté dans leur vie quotidienne. La spécificité de la conseillère, c'est notamment l'accompagnement au niveau budgétaire, mais pas uniquement. Il y a tout l'accompagnement dans le quotidien, l'accompagnement social en général. Et dans tout le quotidien, dans l'aide au repas, dans ce genre de conseils, mais également dans tout ce qui est l'accompagnement, ça peut être aussi également administratif. Ça se rejoint avec les autres métiers d'assistante sociale et d'éducateur spécialisé. Parce qu'en fait, quand les femmes qui arrivent jusqu'à vous, ce sont des femmes qui sont déjà séparées ? Quand elles arrivent effectivement dans notre dispositif, elles ont déjà franchi le cap, pris la décision de quitter le domicile. Oui, ce qui pour la plupart représente un enjeu financier en fait, parce que déjà sans violence, se séparer c'est un enjeu financier, puisqu'on passe d'un budget à deux à un budget seul, les fameux foyers monoparentaux dont on parle. Même sans enfants d'ailleurs, c'est pareil, c'est un enjeu financier. Alors là, dans ces cas-là, ça peut être encore plus difficile ? Alors, ça peut être plus difficile parce que souvent, il y a cette violence économique dont on parle présente, beaucoup. Qui est présente, qui est parfois même souvent la première violence, celle qui arrive en premier. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'elles sont... complètement dépendantes. Elles sont démunies un peu. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est quoi ? Elles dépendent de leur conjoint, c'est ça ? Elles ont plus d'autonomie financière pour la plupart. Donc elles arrivent, la plupart n'ont pas de revenus propres. Elles ont été... Elles ne travaillent pas, c'est ça que vous voulez dire. Elles ne travaillent pas et on leur a fait... souvent, le conjoint leur a expliqué qu'avec ses revenus, c'était mieux qu'elle reste à la maison pour s'occuper du foyer. Et voilà. Pour certaines, c'est un choix, mais pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. Elles ont été un peu contraintes de manière très douce. C'est jamais... frontal. C'est jamais frontal, Et donc, c'est vrai qu'elles se retrouvent ensuite sans revenu propre et avec un contrôle. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est un contrôle de la part du conjoint qui va déterminer ce dont elles ont besoin pour faire fonctionner le foyer. Donc, ils vont donner une certaine somme en disant ça suffit pour faire fonctionner le foyer. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne sais pas gérer. Voilà, donc ça c'est une violence économique et ça peut aller jusqu'à une dépossession totale de l'autonomie financière avec des personnes qui arrivent sans avoir de compte bancaire propre. Donc j'ai l'exemple d'une dame qui est arrivée et qui n'avait pas son propre compte bancaire. Et Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle utilisait la carte bancaire de son conjoint qui n'était même pas à son nom, c'est ça ? Tout à fait, voire de l'espèce. Il lui donnait de l'espèce et la carte de manière ponctuelle pour des choses bien précises. Ça, c'est réellement une violence forte. La question que je me pose en vous écoutant, c'est pour ces femmes qui sont tellement contraintes budgétairement, finalement se retrouver avec un budget extrêmement modeste, parce que quand on part, on vit d'allocations, en tout cas le temps de retrouver une situation, mais... Est-ce que le fait de vivre avec un budget extrêmement contraint est une réelle difficulté pour elle finalement ? Parce que c'était déjà ce qu'elle vivait ou il y a quand même un changement ? Il y a un changement parce que il y a cette gestion budgétaire que finalement elle ne faisait pas. Elles avaient l'habitude qu'on leur donne de l'argent pour
faire telle chose bien précise. Donc, il faut réapprendre, en fait, à apprendre pour certaines et réapprendre pour d'autres à gérer un budget. Donc, faire du shopping pour manger, pour entretenir la maison, pour les fournitures scolaires, tout ça, ça devient... Et puis, c'est gérer un budget dans sa globalité, en fait. On se dit, voilà, on a tant de revenus et on doit payer toutes ces choses-là du quotidien. Voilà, c'est vraiment... Et puis, il faut qu'elles réapprennent également à se faire plaisir. Qu'elles puissent utiliser aussi leur argent pour elles et pour leur plaisir, ce qu'elles, pour certaines, n'ont plus l'habitude de faire. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont une relation à l'argent qui est une relation, alors pas négative, mais sans plaisir, quoi. Tout à fait. Ça paraît incroyable de dire une relation à l'argent avec plaisir, mais on a toutes dans nos vies, puisque là on parle entre femmes, on a toutes dans nos vies des moments où on se dit on va se faire plaisir. Donc on s'achète une paire de chaussures, je sais pas moi, un parfum, une crème, enfin voilà. Et ça elles n'ont pas, c'est ça que vous nous dites? Non, effectivement, elles ont plus l'habitude en fait de l'argent, la dépense, c'est uniquement pour le foyer et c'est surtout qu'elles n'ont plus de décision propre. C'est leur conjoint qui, la plupart du temps, décide. Il décide même pour elles, le coiffeur Alors, il y a différents niveaux de violence économique, mais ça peut aller effectivement jusqu'à je décide si tu peux aller chez le coiffeur ou si tu n'y vas pas, je donne de l'argent pour telle chose et tu dois l'utiliser pour telle dépense. Ça paraît être une sorte d'emprise totale. Et comment elle se dégage de cette emprise? Est-ce qu'il y a des moments où elle vous pose la question en vous disant qu'est-ce que je fais avec cet argent? Alors souvent, ça dépend. Ça dépend vraiment de chacune. Certaines, effectivement, demandent à me voir régulièrement. Alors, on les voit régulièrement dans l'accompagnement, mais ils demandent de me voir régulièrement en plus pour les aider à la gestion. C'est une demande vraiment spécifique. Est-ce que je peux passer? Est-ce qu'on peut regarder les comptes ensemble? Est-ce que vous pouvez me dire si ce que je fais est bien ou pas bien? Souvent, j'ai envie de dire souvent, c'est bien, mais elles ont besoin d'être réassurées en fait sur leurs compétences. Voilà, elles n'ont pas confiance en fait en elles. Est-ce que financièrement, parce que j'ai envie de vous dire, c'est un calcul tout simple. J'ai 100, si j'arrive à faire tout rentrer dans 100, je me suis bien débrouillée, quoi. Voilà. Est-ce que quand vous dites elles n'ont pas confiance, est-ce que ça va jusqu'à ce terme-là de dire je suis quand même arrivée à tout faire rentrer dans le budget, mais ça peut ne pas être bien? Ça peut. J'ai eu une dame, effectivement, qui venait, et lorsqu'on regardait les comptes, tout était bien. Et elle me posait la question quand même de me dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que les dépenses que j'ai faites sont... correctes? Tout à fait. Est-ce qu'elles sont correctes? Et elle avait besoin que je puisse lui dire oui, c'est bien, les dépenses sont correctes, il n'y a pas de souci. Sachant qu'après, la gestion d'un budget, c'est compliqué parce que d'une personne à l'autre, il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a pas de modèle dans la gestion budgétaire. Il y a des personnes qui vont dépenser davantage dans le budget alimentaire, d'autres davantage dans le budget loisir. D'autres, vraiment, c'est en fonction des habitudes de vie. Et on ne peut pas dire à une personne, c'est bien, tu as dépensé tel montant par mois pour tel manger, poste. C'est bien, tu rentres dans le cadre. Parce que non, ça dépend vraiment des habitudes de vie. Et chacun va développer peut-être un poste différemment, un poste de dépense différemment en fonction de sa manière de vivre. Mais vous diriez quoi alors, parce que je vais utiliser le mot recette, mais... parce que forcément, c'est celui qui s'applique. Est-ce qu'il y a un type de conseil à leur donner? C'est-à-dire que quand elles ont pour la première fois ces allocations ou ce montant d'argent qui leur arrive, parce que est-ce qu'elles ont une contribution du conjoint qu'elles ont quitté ou pas? Ça dépend. Ça peut arriver? De souvenirs, oui. Ça peut arriver. Même un conjoint qu'elles ont quitté? Oui. Ah bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je réfléchis, je cherche, mais oui, j'ai une situation en tête où c'est arrivé.
Et donc, quand elles arrivent avec cet argent, qui pour elles doit représenter quelque chose quand même, parce que quand on n'a pas d'autonomie budgétaire ou financière, avoir un argent à soi, c'est quand même quelque chose. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un petit moment de désarroi ou de surprise ou de pression? Comment elles se sentent? Non, je ne pense pas qu'il y ait un moment. Je pense que il y a surtout du soulagement, en fait, parce qu'elles retrouvent aussi une sécurité financière. Elles sont conscientes qu'elles ont besoin de ça, quand même. Oui, elles sont conscientes quand elles arrivent. D'ailleurs, souvent, ça peut être un frein, hein, le fait de pas... De ne pas avoir d'autonomie financière. Tout à fait. Donc, elles sont effectivement conscientes que c'est important. Et je pense qu'il y a un soulagement de se dire, bon, j'ai mon argent, j'ai mon propre argent, j'ai cette sécurité financière maintenant, et ça leur permet aussi de retrouver une sécurité intérieure, de pouvoir sortir aussi de cette sidération dans laquelle elles ont été, hein, parce qu'elles arrivent souvent en se disant, mais comment j'ai pu accepter ça? Il y a de la culpabilité, hein, souvent chez ces personnes, et... La culpabilité, vous voulez dire qu'elles s'en veulent à elles-mêmes? Oui. Fréquemment, quand elles arrivent, il y a ce discours où elles culpabilisent d'avoir subi ce qu'elles ont subi, en fait. Et elles réfléchissent, elles refont un petit peu le cheminement en se disant, mais comment ça a pu en arriver à ce moment-là? À quel moment j'ai pas vu venir, ou il y a de la culpabilité en tout cas celle qu'on a pu accompagner. J'ai souvent retrouvé ce sentiment de culpabilité. Parce que quand vous dites accompagner, alors votre passage, moi j'appelle ça un passage, votre passage dans leur vie, est-ce qu'il est long, est-ce qu'il est court? Comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne et du temps qu'elles ont besoin, en fait, pour... elles arrivent, elles sont sidérées par ce qui s'est passé, parce qu'elles ont vécu, elles ont besoin d'un temps pour se poser, pour un petit peu se... digérer, se reconstruire, retrouver une sécurité intérieure. Et ce temps est variable, en fait, en fonction de la personne et en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment... Je ne pourrais pas vous donner une durée parce que c'est vraiment très variable en fonction de chaque personne. Et ensuite, une fois que ce temps-là est passé, elles entament parfois en parallèle, et puis parfois elles ont quand même besoin de ce temps-là pour se poser avant de commencer des démarches, mais ensuite elles entament des démarches de réinsertion sociale, de réinsertion parce qu'elles sont souvent isolées, hein, donc elles retrouvent aussi un petit peu les relations avec l'extérieur, avec d'autres personnes, des relations pour elles. Quand vous dites accompagnement social, vous parlez de cet accompagnement au départ. Ça fait partie des choses, retrouver le lien avec la société. Donc, Tout à fait, retrouver un lien avec la société et par la suite une réinsertion professionnelle. Et par ce biais-là, retrouver une autonomie financière, une stabilité financière qui va leur permettre ensuite de pouvoir chercher un appartement dans lequel elles vont pouvoir vivre en autonomie. Et donc, c'est tout un cheminement qui passe par plusieurs étapes et qui peuvent, selon les personnes, prendre plus ou moins de temps. Et donc, dans cette période-là, vous êtes un correspondant téléphonique, elles viennent vous voir. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de les accompagner? Elles viennent nous voir. Alors, on les a par téléphone, mais la plupart du temps, elles viennent nous voir. On les voit fréquemment, au minimum une fois par mois. Mais souvent, quand elles arrivent, elles viennent plus souvent. Elles ont besoin d'avoir aussi un lieu dans lequel on puisse les écouter sans les juger. Et puis les accompagner, les conseiller. Elles ont besoin de soutien. Est-ce qu'elles ont des questions ? Elles ont souvent des questions sur des choses parfois très banales ou pas. Elles ont besoin de se confier. Elles ont besoin surtout d'écoute dans un premier temps. C'est l'écoute qui est importante. Elles ont besoin d'être soutenues, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, en fait. Oui, parce que
Il y a ce sentiment, d'ailleurs c'est très étrange, hein. Elles ont parfois été plus seules dans leur couple qu'elles ne le sont une fois qu'elles sont parties. Tout à fait. Et pourtant, vous décrivez cette sensation de solitude. Elles sont souvent isolées quand elles sont dans le couple. Elles sont souvent isolées, souvent de leur famille. Parfois, elles ont quitté leur famille, le pays ou la région dans laquelle elles étaient pour suivre le conjoint. Donc elles sont aussi souvent isolées de leur famille, isolées de leurs amis. Les amis sont souvent les amis du couple et pas forcément d'elles. Donc elles ont quand même, elles sont relativement isolées et je pense que ça leur fait aussi du bien de retisser du lien avec des personnes avec qui elles vont pouvoir créer des relations d'amitié ou ça c'est quelque chose qui est important aussi dans le processus en fait. J'imagine. Comment vous décririez alors ce parcours pour elles? Comment on passe pour elles dans leur cas de l'ombre à la lumière? Est-ce qu'il y a un moment où vous sentez un déclenchement? Parce que, encore une fois, quand elles arrivent à vous, elles ont déjà pris la décision. Tout à fait. Donc, quel autre cap est-ce qu'elles passent avec vous? En fait, c'est surtout retrouver une sécurité. Une assurance. Une assurance et une sécurité, que ça soit la sécurité intérieure, la sécurité financière. Voilà, c'est cet accompagnement-là. Elles se redressent, quoi. Tout à fait, tout à fait. Elles sont conscientes. Oui. Après, quand on dit elles passent de l'ombre à la lumière, parfois elles font des allers-retours aussi. C'est pas, voilà, ça peut effectivement, elles peuvent passer de l'ombre à la lumière, puis revenir dans l'ombre pour revenir dans la lumière. L'important, c'est qu'elles sachent, qu'elles ont un lieu, une écoute et un endroit où, s'il y a besoin, elles savent qu'elles peuvent être accompagnées, qu'elles peuvent être soutenues. Quand vous dites elles font plusieurs allers-retours, est-ce que dans les moments où elles repartent dans l'ombre, est-ce que le contact se rompt? Alors, c'est pas arrivé souvent. Oui, parce que quand elles arrivent jusqu'à vous, elles ont déjà fait du chemin. Il y a déjà eu du chemin, effectivement. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. C'est arrivé une fois. On n'a pas eu de contact. Le temps qu'elle était là-bas. Oui. Là-bas, c'est de nouveau chez son conjoint. Tout à fait. On n'a pas eu de contact, mais en tout cas, la personne savait qu'on était présente, qu'on existait, que ce service de soutien, d'accompagnement était présent et qu'elle pouvait solliciter en cas de besoin. Et elle est revenue? Elle n'est pas revenue chez nous, mais effectivement, elle est à nouveau repartie vers la lumière. Mais elle n'a pas eu besoin de nous. Elle n'a pas eu besoin? Elle n'a pas eu besoin de nous. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites heureusement qu'on est là? Ou pas? Parce que quand je vous dis ça, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit tout ça c'est très dur pour ces femmes quand même? C'est très dur pour ces femmes, oui. C'est vraiment des étapes qui sont compliquées à passer pour elles. Et oui, effectivement, heureusement qu'il existe ce soutien aussi. Voilà, je pense que c'est... C'est un soutien financier, je le rappelle, de l'État. Hein. Tout à fait. Soutien financier de l'État qui leur permet justement de pouvoir... franchir ce cap. Oui, de pouvoir franchir ce cap. Parce que c'est vrai que la violence économique, celle qui prive la personne de ses revenus, est souvent aussi un frein. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On part, mais... Oui, dans notre société en plus. Tout à fait. Oui, c'est très compliqué. Oui, ne serait-ce que pour avoir un toit sur la tête. Tout à fait, oui. Est-ce que ça aussi, vous faites? Est-ce que vous leur donnez un toit? Enfin, leur donnez transitoirement un toit? Bien sûr, oui. On leur donne transitoirement un toit, de manière... on revient toujours, c'est cette sécurité qui... chez elles, quoi. Chez elles, et qu'elles retrouvent vraiment cette sérénité d'être en sécurité. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Merci.